on est structuré et on fonctionne comme une agence de communication. Pour le client, c'est extrêmement transparent et simple pour lui. Un devis, une facture, un interlocuteur et des process bien cadrés. C'est à nous, notre rôle de communicant professionnel, d'être d'autant plus pédagogue, d'expliquer d'autant plus que derrière un logo, un site, des réseaux sociaux, etc., il y a du conseil, il y a de l'échange humain, il y a connaître le client, connaître le projet. Un beau logo, je pense qu'il y a énormément de gens qui peuvent en faire. Maintenant, derrière, est-ce que ça va répondre à la demande? Est-ce que ça va répondre aux commanditaires, au projet? Est-ce que ça va plaire au client, à l'humain derrière? Là, on commence à éliminer des gens. Bonjour Pierre. Salut Alex. Je suis ravie de te recevoir. C'est le 2e épisode de la 2e saison du podcast. Pour rappel, sur la première saison, vraiment, on était sur l'histoire de l'invité, son parcours, tout ce qui l'avait amené à prendre un peu des décisions et ce parcours qu'il avait pris. Et puis là, 2e saison, c'est plutôt côté expert. Là, je te reçois en tant qu'expert dans ton domaine. On va bien évidemment mieux comprendre qui tu es et savoir qui tu es, mais aussi s'intéresser plutôt là à ta partie expertise dans ton domaine et avoir plein de visions sur comment tu vois l'évolution de ton métier, en quoi l'IA vient bouleverser, parce que l'IA, ça bouleverse tous les métiers, mais le tien, en tout cas, dans les a priori, le bouleverse peut-être un peu plus. Donc voilà, bienvenue dans cette 2e saison et ce 2e épisode. Ravie de te recevoir, Pierre. Ça a été un plaisir de préparer un tout petit peu l'émission. Ouais. Je dis un tout petit peu parce qu'on n'a pas beaucoup échangé, on va pas se mentir. Non, mais ça nous suffit pour préparer cet épisode. Ravi d'être là et merci de l'invitation. Vraiment. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi je te reçois aujourd'hui et en quoi tu es expert, qui tu es? Qui je suis? Alors moi du coup c'est Pierre Wastio, je suis gérant et fondateur du Studio Patoun. Studio Patoun c'est comme une agence de communication, je développerai après, c'est un système un peu plus hybride que ça, mais on fonctionne comme tel en tout cas. Ouais. Et c'est une agence qui a à peu près 1 an maintenant, sous sa forme telle qu'elle est aujourd'hui, elle a à peu près 1 an. Et voilà, on est 12 là dans l'équipe et on propose des prestations vraiment... 360 comme on dit, même si j'aime pas trop ce mot-là, en tout cas complète, la plus complète possible sur du print, donc tout ce qui est imprimable et tout ce qui est digital. Ouais, dans les grandes lignes, c'est ça. Et là, ça fait 1 an que ça existe. Avant, tu avais commencé à initier ce chemin entrepreneurial? Ouais, parce que je précise 1 an parce qu'en fait, ça fait 1 an que c'est en société, que ça a vraiment cette structure-là. On continue à bosser les process, mais en tout cas, on continue à bien avancer là-dessus. Avant, c'était vraiment une auto-entreprise au début que j'ai démarré solo. Okay. Et c'est à force de discuter, de rencontres aussi, que du coup, ça a mûri, ça a grossi pour vraiment finir à ce projet beaucoup plus concret, qui est le studio sous sa forme aujourd'hui de société avec les 12 membres qu'on est. Et donc, tu avais initié cette démarche un peu de partir en solo depuis combien de temps? De partir en solo, c'était... alors, l'histoire, elle est un peu plus... elle est complexe, entre guillemets. Ah, vraiment, piège. Tu voulais savoir ça? Parce que là, ouais. On a combien de temps devant nous? Non, je vais faire court. Auto-entrepreneur, je l'avais aidé un temps. Entre deux, j'ai eu des CDI. À la fin de mon dernier CDI, qui était vraiment top, mais bon, j'avais des besoins aussi pro et perso d'autres choses. Ça m'a remis en tête ce côté entrepreneuriat que j'ai toujours eu. Et du coup, là est renée cette idée de créer quelque chose de différent. Okay. Et de là est né le studio. Il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, ça, l'idée. Ok. Donc, même si je pense que je l'ai toujours eu au fond de ma tête, mais concrètement, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Bon, super. On va rentrer dans le vif du sujet que tu as un peu initié et que je trouve vraiment très intéressant. C'est le fameux modèle hybride dont tu parles de ton agence. Est-ce que tu peux un peu en parler? Oui, alors en fait, il est né, pour parler des origines, il est né d'un constat en fait, de ma part. C'est que du coup, comme je l'ai dit, j'étais auto-entrepreneur dans ma vie. J'ai été aussi beaucoup en agence de com, dans des CDI pour le coup, à différents postes. Et ça, c'est aussi une incidence sur la création du studio, le fait que j'étais à différents postes. J'étais à la fois dans l'opérationnel, en étant maquettiste, graphiste, illustrateur, et aussi dans la chefferie de projet, en gestion de projet, et aussi dans le management, aussi à la fin. Donc j'ai vu un peu tous ces pans-là, avec les plus et les moins que ça apportait, les frustrations et les bons trucs que ça apporte aussi à chaque poste aussi.
Et entre la vie d'agence que j'ai toujours adoré, pour être franc, j'étais vraiment biberonné à ça, comme je le dis, mais c'est vraiment le cas. Tout n'est pas parfait, mais moi, c'est vraiment un modèle que j'aime bien. Et le côté auto-entreprise, que j'aime beaucoup, pour le côté liberté, entreprendre, tout simplement. J'essaie de prendre le meilleur des deux mondes, en fait. Et c'est pour ça que je dis souvent que c'est un modèle hybride, le studio, puisqu'en fait, c'est un collectif d'indépendants. On est structuré et on fonctionne comme une agence de communication. Pour le client, c'est extrêmement transparent et simple pour lui. Un devis, une facture, un interlocuteur et des process bien cadrés. Et derrière, c'est un collectif, encore une fois, je me répète, d'indépendants qui ont leur vie de leur côté, mais quand on est ensemble, on bosse avec et pour le studio. En équipe. Et là, on fait vraiment une team, vraiment tous ensemble en équipe. Et c'est cette cohésion qui est belle à voir. Et c'est ça je trouve toute la beauté et le charme de ce modèle hybride. À la fois être libre, mais être professionnel en même temps. Et c'est un modèle, c'est un business model qui est quand même très intéressant aussi, puisque toi, il t'évite de porter la charge d'avoir 11 personnes avec toi. Ouais. Vous êtes, en tout cas, ils sont tous en mode freelance. Ouais. Donc, c'est un modèle qui est quand même déjà d'un point de vue économique intéressant. Oui, c'est sûr. Économiquement intéressant, c'est clair. C'était aussi la volonté aussi de la création du studio. La première, c'était que tout le monde soit libre, moi comme eux, le plus possible. Je reste comme un créatif de base. Et je pense que je le resterai toujours. Et ça m'apporte aussi le côté, pour être créatif, il faut être libre. Je caricature, mais dans l'idée, c'est quand même un peu ça. Bien sûr, il y a des règles et des codes, mais dans l'idée, c'est ça. Et du coup, je voulais que tout le monde ait cette liberté. Et ça participe aussi à ça, c'est ne pas avoir de salariés. Déjà pour qu'encore une fois, il n'y ait pas trop de hiérarchie qui s'instaure. Mais aussi, effectivement, économiquement, c'est des charges en moins. Pour la même chose aussi, on n'a pas de local. On travaille avec des espaces de coworking. Tout à fait. Que ce soit sur Arras ou beaucoup sur Lille aussi. Donc on fait comme ça. Nous, on se voit entre nous comme ça, comme des freelances en fait. Mais dès qu'on voit des clients, soit on va chez eux, soit quand on les fait venir, on va dans des espaces vraiment dédiés qu'on avait déjà ciblés pour être au calme, etc. Donc, il n'y a pas que ça dans une charge d'une entreprise, mais globalement, quand on retire les charges salariales c'est sûr. et de locaux, on s'en enlève déjà beaucoup. Surtout quand on démarre, en fait. Et surtout quand on démarre, et sachant que la volonté n'est pas, même à moyen long terme, de changer, puisque aussi, par expérience de ce que j'ai vécu dans les agences de com qui étaient tout le temps des TPE, PME, et là où j'avais été un peu frustré, mais ils peuvent rien, c'est le système qui veut ça, c'est que quand on veut faire des choses, investir, valoriser des salariés par des augmentations, par des choses comme ça, on est souvent bloqué par ces charges, et c'est malheureusement le monde dans lequel on vit. Bien sûr. Voilà, ça aussi des bonnes choses, les charges, mais dans ces cas-là, ça peut être un peu frustrant. Et du coup, moi, n'ayant pas ça, je préfère largement que cet argent aille dans la poche de tout à chacun, et du coup, de encore plus valoriser. Ça, c'est vraiment un maître mot, on pourra en reparler, la valorisation des gens et de leur expertise, d'encore plus valoriser leur travail, en fait. Donc, n'ayant pas de charge, n'ayant pas de structure, en fait, tu peux vraiment mettre l'argent là où... Je peux vraiment mettre les prix dans l'expertise et dans la créativité. Exactement. Dans l'envie aussi d'aller plus loin avec chacun d'entre eux, quoi. C'est exactement ça. Et pour le moment, en tout cas, le temps, je touche du bois, que ça dure, le temps donne raison. C'est que nous, on s'y retrouve. Foncièrement, c'est clair, on s'y retrouve. Et le client aussi. Parce que nous, du coup, les tarifs sont plus justes pour tout à chacun vivre. C'est vraiment ce qui compte au final. Et le client s'y retrouve aussi parce qu'on est moins cher qu'un positionnement d'agence avec les charges qu'ils ont. Donc on se met vraiment, encore une fois, c'est très hybride, dans le juste milieu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le studio a moins de 2 ans, mais tu as déjà une équipe de 12 personnes qui peuvent répondre à un certain nombre de demandes de tes clients. Donc c'est hyper intéressant parce que mine de rien, ça c'est le genre de luxe que quand on se lance, on ne peut pas se payer aussi, de pouvoir en fait proposer tout de suite en fait un collectif de 12 experts dans leur domaine, puisqu'ils sont tous, d'après ce que tu m'as dit, très complémentaires en fait. C'est une expertise par personne. C'est ça. Donc par exemple, tu vas avoir dans ton équipe, pour pas forcément avoir la précision de chaque métier du studio, mais tu vas avoir un graphiste, tu vas avoir un maquettiste. Alors, pour la partie vraiment... on va pas entrer dans ce détail-là, mais en tout cas, pour la partie
identité édition, c'est moi qui m'en charge pour le coup, en direction artistique. Je reprends cette casquette-là, parce que c'est bien de rester créa aussi. Mais oui, à côté, on a une UX designer, une photographe, un vidéaste, une rédactrice SEO, un développeur web, un motion designer, etc. Chacun a son domaine, en tout cas. Derrière, on s'assure que s'il y a des absents ou si demain quelqu'un est libre, veut quitter le navire ou quoi, il y a des plans B et C qui sont prévus. Mais en tout cas, les 12 qui sont là, c'est la Dream Team. Ils sont là et ça permet effectivement d'offrir le panel complet aux clients. Et c'est intéressant parce qu'on est quand même sur un domaine, pour revenir aussi à cette industrie, au secteur de la communication, qui est quand même particulièrement chahuté, je trouve, en tout cas, de par les métiers, de par parfois la valorisation de la reconnaissance de l'expertise de ces métiers-là par des clients qui pensent pouvoir utiliser des outils. Et là, je fais un parallèle aussi avec tous les outils qui peuvent exister aujourd'hui. Et c'est vrai que de pouvoir proposer ce type aussi de modèle hybride, j'imagine que ça permet de pouvoir toucher des clients un peu comment dire, qui n'y seraient pas allés voir en tout cas des agences classiques. Oui, c'est exactement ça. On pense notamment à beaucoup de jeunes entrepreneurs qui se lancent, qui n'ont pas forcément les budgets, etc. Ou même, on a des grands comptes aussi en clients qui sont ravis d'avoir notre flexibilité, notre réactivité qu'une agence n'a pas. Ça, c'est le modèle aussi qui le permet. Bien sûr. Donc oui, c'est vrai que ça permet d'ouvrir ces champs-là très, très facilement, quoi. C'est vrai qu'on a un spectre de clients, même si on est principalement TPE, PME, dans notre cœur de cible. On a quand même de très beaux entrepreneurs, là on en a 4 ou 5 là de mémoire, qui se lancent à partir de rien, avec leurs fonds propres, etc. Et on a aussi 4-5 grands comptes là aussi, avec qui on est content de travailler plus ponctuellement, mais voilà. Donc on est vraiment ouvert à tout là-dessus. Et alors c'est quoi ta vision à toi de ton métier, ou en tout cas de ton secteur, depuis que tu as démarré ? Depuis que j'ai démarré. Aujourd'hui déjà, et après on va parler de la suite bien évidemment, mais c'est quoi ta vision ? Est-ce que tu le vois beaucoup changer ? Est-ce que tu trouves que le marché a changé aussi ? Beaucoup de choses ont changé depuis le début. Alors, j'ai pas non plus 50 ans d'expérience, mais là, je crois que je vais arriver à 12 ou 13. J'ai commencé en alternance en agence de com, en stage, jusqu'à être manager, puis là, avec ma société. Et oui, j'ai vu l'évolution, mais ça, c'est logique aussi, parce que j'ai vu aussi l'évolution des technologies. Bien sûr. On a aussi des métiers, il ne faut pas l'oublier, qui sont très, très intimes à ça, à l'évolution des technologies. Donc, l'évolution des outils aussi, la concurrence aussi qui est arrivée aussi. Je me rappelle quand j'ai commencé en stage et en alternance, on était 2-3 agences, le nombre de directeurs de création, j'insiste là sur le nom du poste, il y en avait, ça se comptait sur les doigts d'une main dans la région, Pas-de-Calais et Nord. Là maintenant il pleut des directeurs artistiques partout, des freelances il y en a énormément, puis il y a des outils qui sont arrivés comme Canva, comme Vistaprint, comme plein de choses, etc., qui ont facilité de tout à chacun l'accès à des expertises qui étaient avant propres aux agences, pour parler dans les grandes lignes. Quand je dis agence, je pense même service com, mais bien pour parler com. Donc il y a eu dans le bon et dans le mauvais, en tout cas une extrême vulgarisation de nos métiers, pour parler comme ça. Ce qui nous a amené au fil des années, même encore aujourd'hui, mais on va en parler je pense, à sans cesse s'adapter. Et je caricature en disant peut-être qu'avant on s'adaptait tous les 2-3 ans, il y avait un petit bouleversement qui se faisait. Et là aujourd'hui c'est toutes les semaines ou mois maximum, donc on est en hyper-adaptabilité. Je pense que c'est ça qui a changé. Et elle se traduit comment, cette hyper-adaptabilité justement ? Cette hyper-adaptabilité, elle se traduit concrètement par des mises en concurrence beaucoup plus récurrentes, beaucoup plus importantes. Les agences sont plus mises en concurrence avec des freelances. Alors ça date pas d'aujourd'hui, mais disons que ça s'est clairement accentué. Mise en concurrence avec de l'intelligence artificielle aussi maintenant beaucoup. Et ça même que ce soit chez les grands comptes ou les plus petits. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi comme ça. Puis forcément aujourd'hui sur nos téléphones on peut faire des petits montages, on peut faire des retouches photos. Tous des métiers qui avant, encore une fois je me répète, étaient exclusifs Bien sûr. agences. Donc, Bien sûr, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que pour certains en tout cas c'est des métiers qui sont accessibles tout à chacun, alors que
tu as fait un certain nombre d'études pour faire ça, que tu as besoin d'avoir aussi réalisé un certain nombre d'années en agence ou par tes propres moyens. En tout cas, tu te formes, tu évolues chaque jour, tu as des outils qui sont différents, tu as plein de choses à connaître aussi par rapport au code couleur, par rapport à des polices qui sont utilisables, pas utilisables, à tout ce qui va être charte graphique, à tout ce qui va être typo et ça c'est encore plus important je pense, mais toute la partie propriété intellectuelle. Donc pour le coup, comment on arrive à ton avis à accompagner toutes ces personnes-là qui pensent que c'est des métiers faciles ou en tout cas et je me permets d'utiliser ces termes-là sans du tout dénigrer le métier bien évidemment hein, mais... Oui non mais j'entends bien et le mot est juste, malheureusement, je vais le dire comme ça, parce qu'on ne peut pas en vouloir aux gens parce qu'on leur donne accès à tous ces outils-là de manière facile, pour reprendre le mot, et c'est normal qu'ils aiment bien l'utiliser, qu'ils sachent l'utiliser à leur niveau, etc. On est tous des êtres humains, moi aussi je suis content d'avoir des fois un truc retouche facile sur mon téléphone, etc. L'un n'empêche pas l'autre, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, c'est à nous, notre rôle de communicant professionnel, d'être d'autant plus pédagogue. Et d'expliquer d'autant plus que derrière un logo, un site, des réseaux sociaux, etc., il y a très souvent, en tout cas il faut le souhaiter, et c'est quand même le but de nos métiers et nos expertises, il y a du conseil. Ouais. Il y a du conseil, il y a de l'échange humain, il y a connaître le client, connaître le projet, etc. Et ça, il y a souvent qu'un professionnel qui peut l'amener. Donc faire un bon logo, ou non je vais même plus précis, un beau logo, pour dire exprès beau, sur du joli et du j'aime pas. Un beau logo, je pense qu'il y a énormément de gens qui peuvent en faire. Même avec l'intelligence artificielle, en vrai, pour être honnête. Maintenant, derrière, est-ce que ça va répondre à la demande ? Est-ce que ça va répondre au commanditaire, au projet ? Est-ce que ça va plaire au client, à l'humain derrière ? Là, on commence à éliminer des gens. Oui, est-ce que le beau, qui est déjà une notion très subjective, donc pour le coup, ça ne veut pas dire que c'est beau pour tout le monde, mais en tout cas, est-ce que le beau est le bon ? En fait, c'est ça que tu veux dire, en fait. Et pour ça, il y a un tel qu'un échange humain, et pour échanger, mais efficacement, dans nos boulots, pour avoir derrière des bons briefs, pour bien expliquer aux équipes et travailler, ou même sans équipe, même quand on est seul, bien travailler. Pour ça, il faut le recul, il faut la partie vraiment conseil, et ça, c'est de la pratique. C'est des années de service ou d'agence ou de free qui font ça. Ouais, par exemple, moi, je trouve ça très, très intéressant quand je discute justement avec des gens qui ont vraiment cette vision-là, c'est de m'expliquer la manière dont l'humain va regarder une image ou le texte ou comment tu dois disposer chaque élément parce qu'en fait, c'est des choses qui sont naturelles, mais on ne s'en rend absolument pas compte. Mais si il y a un sens de lecture qui va être naturel, il y a une manière de regarder par rapport à la taille, par rapport à la police, par rapport à la couleur, par rapport à... Et tout ça, honnêtement, personne ne va te le dire, à part l'expert en lui-même qui va savoir, en tout cas, comment positionner les bons éléments au bon endroit, quoi. C'est exactement ça. Et en fait, c'est un peu comme dans beaucoup de métiers, ça, pour le coup, on dit souvent que quand le travail est bien fait, on n'a pas l'impression qu'il y a eu du travail. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça. C'est ce qu'on dit des applis, par exemple. Plus ton appli elle est facile et intuitive, plus elle a pris un nombre de temps incalculable à développer. C'est ça, c'est exactement ça. Parce que pour le coup, pour que ça soit facile et intuitif, en fait, pensé. Exactement. Donc nous, c'est pareil dans tous les corps de métier de la communication, là, pour le coup, de la rédaction au site, au branding, à la vidéo, etc. Cette partie conseil, elle est essentielle pour ça, pour le coup. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de choses en amont qui ne se voient pas. Alors le client le voit parce qu'on fait des échanges et des ateliers avec eux. Mais c'est vrai qu'à la fin, quand on voit un produit fini, peu importe le canal, nous, on sait que derrière, il y a eu certes de la production, heureusement, et de la création, mais avant, il y a eu surtout de l'échange humain. Ouais. Et ça, c'est même pas que je pense, c'est que j'en suis sûr, ce qui était et restera toujours le cœur de nos métiers. C'est les humains qu'on a en face, avant les process, les évolutions techno et tout le reste. Et c'est là où on va en venir au sujet de l'IA, qui nous intéresse aussi. Et en préparant cet échange, on en a pas mal discuté ensemble. Et tu m'as donné aussi un certain nombre d'exemples qui étaient très, très pertinents. Ou d'ailleurs, avant tout, pour commencer,
on peut se le dire, toi, tu es pour l'IA. Oui. Donc déjà, c'est un Oui. sujet. Donc celui-ci, on peut le retirer, j'ai envie de dire, et on n'est pas... Mais c'est bien de le dire, c'est qu'on me le demande beaucoup, mais comme à d'autres, hein, dans le milieu de la com, à chaque fois, c'est le sujet, surtout depuis 1, 2, 3 ans max, on se regarde tous, Free, agence, etc., à dire t'es pour ou contre toi comme s'il fallait choisir, mais en tout cas, oui, définitivement, je suis pro-IA. En fait, je crois que la notion, la vraie question, elle n'est pas de savoir si on est pour ou contre. Je pense que ça serait... c'est plus le sujet, en tout cas. Ouais. C'est plutôt comment on l'utilise. Quoi. Ouais. C'est le comment qui est important. Ouais. C'est le comment et ce qu'on en fait aussi est donc très, très intéressant. Et donc déjà, toi, dans ton métier, ça fait combien de temps que tu l'as vu arriver, l'IA ? Parce que je crois que vous êtes assez pionnier. Hein. Ouais, ça fait un bon moment. Alors, c'est toujours une date phare maintenant, malheureusement pour tout le monde, mais j'allais dire aux alentours du Covid. C'est entre 2019, 2021, un truc comme ça, où en fait tout ça a émergé. C'est quand même bien avant la plupart des gens, quand même. Oui, mais aussi parce qu'on a vu, dans nos métiers, quand on est très connecté aux nouvelles technologies, et que c'est aussi très facile, notamment en agence et pour les freelances, d'être curieux de tout ça. On se tient informé en fait perpétuellement de toutes ces infos-là. Et nous, quand on voit arriver les choses, la première chose qu'on fait, c'est le tester. Ouais. Parce qu'on est souvent tous très curieux, on est souvent tous très autodidactes, donc ça joue beaucoup. Pour parler concret, on n'attend pas une formation ou on n'attend pas un ordre pour nous dire faut bosser là-dessus. On le voit, on trouve ça cool, on bosse dessus. Et donc du coup, je me rappelle, oui, en agence, c'était déjà, il y a facile 3-4 ans facile. On avait commencé sur les premiers DALL-E, pour ceux qui connaissent, l'équivalent d'un Midjourney, mais un peu plus light. Ouais. Même Midjourney, on avait commencé, Chat aussi, quand il s'était lancé. Au début, tout était en anglais. Aujourd'hui, ça l'est encore beaucoup, mais au début, on n'avait pas le choix. Oui, bien sûr. C'était très balbutiant, mais c'était déjà extraordinaire. Et dès les premiers essais, on se disait tous, waouh, ça va révolutionner quelque chose. Ouais, dès le départ. Ah oui. Tu as senti qu'il y avait quelque chose qui était en marche. Oui, c'était plus qu'un nouvel outil. Ça allait vraiment reconditionner nos métiers, la façon dont on allait le voir et la façon, on a un peu parlé avant, dont les gens allaient percevoir aussi nos métiers. Quel type d'usage t'en as, par exemple ? Aujourd'hui ? Ouais. Alors aujourd'hui, j'en ai un usage vraiment... Alors, au-delà du plaisir et du fun pour moi perso, oui, bien sûr. je continue à faire en veille, en professionnel... c'est vraiment pour des présentations clients que j'utilise. Pour notre communication aussi, pour le studio. Pour le coup, sur notre site, sur les réseaux sociaux, on communique énormément aussi avec des visuels IA. Là, on va mettre de l'humain, je rassure quand même. Il sera temps. Mais en tout cas, pour se lancer, c'était le but aussi de placer notre univers là-dessus. Donc, c'est vraiment de cet ordre-là. C'est pour vraiment de l'apparence, de l'enveloppe. Mais quand il s'agit de projets pour les clients, on oublie. Parce qu'en fait, on est 12 là, et qu'on a des vrais humains experts derrière, et que face à un autre humain, il y aura un autre humain. Donc l'IA, ça aide pour faire de la veille, c'est super pour ça. Ça aide si on a envie de tester un petit truc en 3D, en 2D ou quoi, c'est super. Ça génère vite des beaux visuels. Mais derrière, le client, il n'aura jamais un site ou un logo fait avec 100% avec de l'IA. Et c'est quoi le meilleur outil IA aujourd'hui quand on est dans ton domaine ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup ? Il n'y en a pas un qui dépasse les autres ? Il y en a un qu'on utilise beaucoup, on ne va pas être original, mais ChatGPT, on l'utilise énormément. Moi, je l'utilise au quotidien, maintenant aussi beaucoup pour le perso, mais pour le pro, très très utile. Et ça, je pense que beaucoup des corps de métiers de communication l'utilisent en rédaction, développement, etc., ou en veille créative. Et sinon, il y a Midjourney est très efficace, il n'y a pas à dire. Moi, j'utilise aussi beaucoup Leonardo, aussi pour ceux qui connaissent, qui est un très très bel outil. Et en fait, comme chaque outil se développe très vite et très bien. Tout à fait. Ils arrivent tous à un bon niveau maintenant. Là où avant, il y avait beaucoup d'inégalités. Oui, il y avait beaucoup d'inégalités. Aujourd'hui, tout à fait, en vrai, que ce soit en génération d'images ou de vidéos, enfin d'images fixes ou de vidéos, dans les deux cas, on arrive vraiment à faire des petites pépites. Donc, je sais que dans mes presse, vu que on est sur Google, en fait, on a Gemini. Oui. Et dans la génération d'images, c'est pas mal aussi. Oui, Gemini s'en sort extrêmement bien, même plus que bien. C'est vrai qu'il commence même à grimper assez fort. C'est assez bluffant, je dois dire. C'est assez bluffant. Et pour le coup, tu m'as donné une anecdote que j'ai trouvée intéressante, alors sans citer le nom bien évidemment, mais tu m'as quand même dit, et ça j'en étais vraiment étonnée, que ça fait déjà un moment, et c'est pas d'aujourd'hui,
que vous êtes en concurrence face à l'IA et auprès de grosses structures. Oui, et ça, je l'ai vu en agence de com, dans plusieurs agences de com pour le coup. C'était assez étonnant les premières fois que ça nous est arrivé. Effectivement, on ne va pas les nommer, mais des grands comptes. Oui, c'est pas le but, mais moi j'étais très étonnée de savoir ça. Ouais, des grands comptes qui nous mettent en concurrence directe avec l'IA. Alors, ça part de choses très simples, ça part parfois de documents Google Slides, PowerPoint, ou etc. Ils disent, en gros, voilà ce qu'on peut faire nous, qu'est-ce que vous proposez-vous ? Et quand ils disent qu'est-ce qu'on peut faire nous, sous-entendu avec l'intelligence artificielle. Bien sûr. Pareil pour certains documents, pour des documents assez simples au début, des brochures, des dépliants, et puis au fil des petites années, là, on a vu ça sur carrément des sites internet, on a vu ça sur des logos, et des gens qui nous disent clairement que voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on peut faire, et vous ? Et c'est là où il faut du coup être très pédagogue, et c'est là où il faut rejustifier aussi un prix. Bien sûr. Une expertise, un temps passé, parce qu'il faut expliquer aux gens que un logo fait sous ChatGPT, c'est pas un logo, quoi. Et justement, alors ça, c'est une autre anecdote que tu m'as donnée et que je trouve très importante de rappeler. Un logo fait sur ChatGPT, c'est une charte graphique qu'on va pas pouvoir en fait décliner, quoi. Oui, parce qu'en fait, alors là, je vais rester aussi prudent. Peut-être que dans le temps, ça évoluera. Là-dessus, je vais le dire tout de suite, j'espère pas. Ce serait dommage, en tout cas, que ça évolue dans ce sens-là. Mais effectivement, c'est-à-dire que quand on demande, on fait un bon petit prompt, une belle requête sur ChatGPT, pour prendre le plus connu en tout cas, pour demander un logo, il y a de fortes chances qu'il nous sorte un beau logo. Je repèse mes mots, beau logo, il sait faire. Mais derrière, on a une image fixe. On a un PNG souvent, ou un JPEG, mais c'est souvent un PNG. Et derrière, si vous êtes client et que vous dites « Ok, il me plaît, mais sauf que je veux une déclinaison en bleu, je le veux en allongé, pas en portrait, etc. » Alors, avec des prompts, on s'en sort. Mais en fait, vous allez passer votre vie à faire des prompts sans avoir les fichiers sources. Exactement. Les natifs, en gros, qui vont vous permettre après de redévelopper, redécliner, recréer autre chose autour de ça. Donc, en fait, c'est vraiment une image fixe à un instant T. Donc, encore une fois, pour de la veille créative, c'est génial. Le prendre comme une fin en soi, je trouve ça doublement dommage parce que techniquement, on se prive de décliner le logo et humainement, en fait, on se prive d'une expertise réelle, d'un professionnel qui ferait bien les choses et avec l'explication, la pédagogie derrière. Et pareil, tu me donnais comme exemple que je trouve tellement vrai et ça, il n'y a que toi, ton expertise et ton humanité, j'ai envie de dire, qui va le comprendre, c'est tenir compte de l'histoire de la personne qui est en face de toi ou de l'entreprise. Je dis une personne, mais peu importe, qui, sur le papier, pourrait avoir un logo qui convient parfaitement. Et on sait que le code couleur bleu, ça correspond parfaitement et tout. Mais le bleu a une signification pour cette personne-là qui fait qu'en fait, on passe complètement à côté, en fait, humainement, en tout cas, de quelque chose qui va correspondre. Ça, c'est quelque chose dont l'IA ne peut pas aujourd'hui prendre la mesure. Non, et je pense même pas demain. Je ne vais pas le promettre parce qu'on ne sait pas encore une fois de quoi l'avenir. Non, mais pour le coup, là, il y a ça là-dessus, j'ai quand même un gros doute. Oui, parce que l'exemple était de se dire, alors c'est un exemple lambda, mais en tout cas, si on demande par exemple un logo qui respire l'évasion, la sérénité, la clarté, tout ça, il y a de fortes chances par les codes qu'on a appris et que ChatGPT, entre autres, a aussi absorbé avec les données qu'il récolte, qu'on nous sorte des couleurs pastel, du pâle ou un beau bleu clair, par exemple. On va partir là-dessus. Ça fait sérénité, voyage, tout ce qu'on veut. Et sauf que si on présente ça au client et que le client en face nous dit oui, ok, mais sauf que moi, le bleu, c'est une couleur que je déteste, ou pas que je déteste, ou au minima que j'aime pas parce que ça me rappelle, j'en sais rien moi, le bleu de la voiture de mon grand-père ou de mon père qui est décédé il y a pas longtemps. Et là on arrive sur des choses vraiment dures, humaines, et là on se dit mince, pourtant le brief c'était quelque chose de clair, qui rappelle l'évasion, donc bleu c'est bien. Et en fait non, parce qu'en fait ça rappelle aussi que toujours derrière il y aura toujours une histoire humaine en fait. Et que les codes couleurs, est-ce qu'on a appris, pour parler que des codes couleurs, non, mais c'est symptomatique, on est d'accord. Des codes et des règles de graphisme, c'est important de les connaître, très important même, mais ça se confronte toujours à la réalité d'un humain en face et de sa vérité à lui. Bien sûr. Donc nous, on peut insister derrière, si on dit, voilà, pour votre entreprise, le bleu, c'est mieux, etc., on peut le justifier, mais si derrière, il y a quelque chose de l'ordre de l'émotion qui ne va pas l'atteindre ou qui peut au contraire le blesser, c'est là où il faut dire non, on enlève le bleu. Et ça, ChatGPT pourra jamais le faire. C'est là où on a une personne en face. Bien sûr, et c'est là où on a toutes les limites. Là, tu as parlé d'émotion, ouais. Et je pense que c'est le mot-clé, en fait. Ouais, c'est vrai.
puisque finalement, on sait très bien, en tout cas aujourd'hui, comme tu le précises et tu as raison de le préciser, mais que c'est la limite aussi de tous ces outils-là, c'est la partie émotionnelle que l'humain a, lui, et sur lequel il peut apporter une expertise. Oui, parce que je pense qu'en technique, voilà, tous les bots et tout ce qui se fait, ça arrive grandement ça commence à nous égaler sur certains points, voire parfois nous dépasser au niveau peut-être rapidité, etc. Donc je pense que la bataille, elle ne sera pas technique. Je dis volontairement bataille sur ce sujet-là. Mais par contre, nous, notre plus-value, elle est là, elle est humaine. Bien sûr. Et en fait, c'est aussi ça qu'il faut voir, c'est que plus on va dans la techno et dans ce qui pourrait paraître comme quelque chose de très inhumain, au final, je pense qu'il faut le voir aussi de l'autre côté et à se dire, ok, la technique, on n'ira pas sur ce terrain-là, ou de moins en moins, on va être honnête, ça va être un peu ça. Mais la plus-value de conseils, d'accompagnement, d'écoute, ça, pour moi, il faut toujours une tête et un cœur, quoi. Donc, et finalement, quel que soit le secteur dans lequel on est, peu importe le secteur, en la fait, taille, on en même revient hors-com. toujours, je trouve, à la même finalité, c'est quelle que soit la technicité, effectivement, on ne se battra pas sur la technique, on ne se battra pas sur la rapidité, on ne se battra pas sur l'intelligence ou tout ce que tu veux, mais par contre, ça permet de se concentrer sur cette relation humaine, sur cet échange, le conseil, l'accompagnement. Oui, et ça, il n'y a rien à faire, on y revient toujours, je trouve. On y revient toujours et c'est tant mieux. Et ça, c'est aussi ce qu'on va appuyer avec le studio, pour le coup, avec le studio Patoun, qu'on a créé là tous ensemble, du coup, je préfère même le dire comme ça. Parce que c'est de la valorisation, au final, de nos métiers, des personnes qu'il y a derrière. Et ça, c'est même au-delà de notre studio. Moi, je suis un passionné par la com, un passionné par notre environnement connecté, etc. Mais je suis passionné aussi parce qu'à chaque fois, c'est des rencontres. Ouais. Et que nos métiers, au final, c'est ça, c'est de mettre en lumière des gens et à travers eux, leurs projets et ou leur société, etc. Et que ça, c'est toute la beauté de nos métiers, et c'est tout ce qui, je pense, ravive au quotidien nos flammes de passionnés, encore une fois, peu importe le secteur. Et c'est ça qu'il faut garder. Et c'est que oui, le monde est de plus en plus connecté, de plus en plus robotisé, on va le dire un peu comme ça. Et c'est génial, ça nous fait accélérer. Et si ça peut nous faire passer plus de temps avec l'humain, alors on aura gagné. Il faut le prendre, moi, je pense, dans ce sens-là. Oui, puis finalement, quand on parle de communication, on parle bien d'échange, de moyens, j'ai envie de dire, à travers lequel on va faire passer un message, on va communiquer et échanger avec son client ou avec ses prestataires. Donc finalement, on est bien dans l'humain, quoi. Totalement. De toute façon, on fait des métiers, comme tu le dis très bien, extrêmement humains. Et ça, je pense que c'est des données qu'on oublie aussi. Et là, ça, il n'a pas fallu malheureusement l'IA. Je pense que ça fait déjà quelques temps qu'on l'oublie un peu trop. L'IA n'a fait que renforcer ce côté-là, mais si on est honnête, quand on voit les entreprises en général, que ce soit dans des grandes ou petites entreprises, heureusement pas toutes, mais bien souvent, c'est quand même assez oublié cette notion d'humain. Alors on se le dit, on fait des beaux textes, on fait des belles choses comme ça, mais dans la vraie vie, on l'oublie. Ça coûte rien de valoriser un salarié, ça coûte rien de lui dire merci, de lui dire c'est du bon travail, de lui dire ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'on vit dans un monde de bisounours, même si je sais que je suis très positif, mais néanmoins, je reste néanmoins réaliste. Mais l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Ça ne veut pas dire que tout est beau, mais on peut aussi dire quand c'est bien. Ouais, tout à fait. C'est cette donnée-là qui est importante. C'est pas le à la place de, c'est le aussi. Et pour le coup, aujourd'hui, parmi les fameux soft skills, j'ai envie de dire que devraient avoir tous tes étudiants, puisque je sais que tu interviens aussi. Oui. Finalement, l'humain ne devrait pas être au cœur de vos métiers, finalement. Si. Enfin, là, c'est ce que tu dis, mais est-ce que la future génération en a conscience ? Est-ce qu'on les forme aussi à ce type de compétences, parce que finalement c'est ça qui va faire que tu pourras j'en ai pas l'impression accompagner plutôt l'IA que... Ouais, je suis d'accord, mais j'en ai pas encore l'impression, ou alors je le vois pas encore assez. Je suis heureusement dans des écoles où on laisse la main là-dessus, donc on peut le faire, mais non, globalement c'est encore trop, bizarrement c'est encore trop neuf. Ce qui est quand même un comble, c'est-à-dire que c'est encore trop neuf de parler d'humain dans des trucs comme ça. Mais en fait, on va vite vers l'outil. C'est-à-dire qu'on forme vite à mets-toi sur une design, fais une maquette, va sur Photoshop, fais-moi une retouche. Il y a un post à faire, est-ce que tu peux me faire le post dans 10 minutes sur LinkedIn, Insta, tout ce que tu veux. Ok, mais derrière, c'est aussi un mot, là je l'ai en tête, autre important que la valeur des gens, c'est le sens qu'on donne aux choses.
et à nos métiers. Globalement, c'est les 2 pans très très importants, je trouve, dans nos métiers, et je pense Bien même sûr. plus largement. Bien sûr. C'est la valeur des expertises et des personnes et le sens qu'on donne à ce qu'on fait. Et je trouve que ça, moi j'essaie de l'inculquer à mes étudiants, j'espère le faire assez bien. Modestement, j'espère vraiment le faire. Mais en tout cas, c'est ce que je leur dis, c'est qu'avant même de se mettre derrière un ordinateur, n'oubliez pas que nos métiers, c'est répondre à des demandes, à un commanditaire, et comme on le disait tout à l'heure, donc à un humain. C'est intéressant la notion de valeur. D'ailleurs, je me demandais s'il y avait des valeurs parmi les compétences du domaine qui étaient plus difficiles aujourd'hui à faire adhérer à tes clients, ou est-ce que, quelle que soit l'expertise ou la compétence, on voit bien sa valeur. Mais je ne sais pas si ma question elle est très claire, mais typiquement, est-ce que on peut considérer que, j'imagine en tout cas, et je touche du bois pour ça, mais tu as de la créa, ça se valorise. Tu as la partie design, ça se valorise. Est-ce que la partie qui va être essentielle, mais comme par exemple toute la partie brand content ou choses comme ça, est-ce que aujourd'hui les clients ils voient bien la valeur et c'est facile de le valoriser, ou est-ce qu'il y a des lignes budgétaires où le client te dit ça je pense que je peux le faire tout seul, ou ça je pense que c'est trop cher par rapport à ce que c'est? Ça peut, c'est toujours un peu de moins en moins la gestion de projet. Après ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi parce qu'on arrive de mieux en mieux à le vendre aussi oralement. Mais la gestion de projet, ça a toujours été un peu comme ça, un peu juste, parce que c'est à la fois très essentiel, parce que nous, derrière, on précise que c'est de l'accompagnement, du suivi, etc. C'est du temps aussi. C'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. Donc c'est beaucoup de temps. Ça part des échanges comme on peut avoir là, nous, mais ça peut aussi être le temps passé au téléphone, à écrire un mail, à répondre, tout ça. Bref, c'est du temps. Donc ça met du temps, ça met parfois encore un peu de temps, mais globalement, ça se comprend. Ce qui peut être un peu comme ça, c'est pour les petits supports, tout ce qui est carte de visite, ou même parfois de la rédaction, où il y a encore des clients qui disent on va rédiger nous-mêmes. Oui, c'est ce que je te dis, ouais. Alors ça peut être un peu dangereux, mais on le précise à chaque fois. On a, nous, une rédactrice SEO dans le studio. On arrive à le vendre, heureusement, mais je sais que des fois, ça tique un peu. Parce qu'ils disent on va le rédiger nous-mêmes. Et après, ça. au moment où on commence à parler de référencement, d'utilité, de mots bien choisis, là, ils disent on va peut-être faire appel à vous. Non, mais c'est ça. Parce que finalement, c'est pas pour rien que c'est une compétence et une expertise. Oui, c'est un métier ultra essentiel. C'est ultra essentiel et en plus, ça génère vraiment du business, puisqu'on parle de référencement. Donc, pour le coup... C'est très, très important, mais il y a encore des petits points comme ça. Et après, c'est plus des questions de budget pour le reste, en vrai. Mais globalement, ça va. Là-dessus, ça va. Est-ce que tu as des anecdotes, encore une fois, je ne suis pas là pour tacler et pour avoir des noms, mais où justement tu sais que c'est une IA qui a plutôt gagné un marché, ou en tout cas que le client a fait le choix de prendre une créa générée par l'IA et pas de bol, ça a quand même eu des conséquences? Oui, j'avais eu ça dans une agence, effectivement, avec un client. Alors du coup, on va rester flou. Ah oui, non, mais bien sûr. J'avais déjà eu ça, il y a un petit moment, où effectivement, le client avait besoin d'une identité et d'un pack derrière avec des supports de com, brochures, etc. Et en fait, par uniquement question budgétaire au début, l'agence a répondu. En disant voilà, là on n'a pas trop le temps et si vous n'avez pas ce budget là on va le faire avec l'IA. Donc là c'était l'inverse, c'était même l'agence qui a mis en avant l'IA, ce qui est un peu paradoxal, mais c'est comme ça arrive. Et du coup ça a été généré, ça a été fait, le client l'a vu, le client a validé, le client a dit chouette, ça me va. Donc on en était là, l'agence a généré avec l'IA et le client était satisfait. Sauf qu'après, une fois qu'il a dit je suis satisfait, il y a eu toujours la phase de est-ce que vous pouvez me donner le logo, la charte pour mon site, pour mes réseaux, etc. Et là, ça devenait compliqué. Ah bah oui. Parce que certes, à bout de prompt, ça peut se faire, mais c'est extrêmement compliqué. Enfin, c'est surtout pénible en vrai. Puis à la fois, encore une fois, je me répète, ça valorise pas du tout les métiers. Puis à la fin, finalement, tu passes beaucoup plus de temps. Beaucoup plus de temps. Et en fait, parce que c'est retrouvé en mode mince. On n'a pas les fichiers natifs, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est chat, donc du coup on se retrouve bêtement coincé et il faut même le refaire dans le Illustrator, enfin dans les fichiers professionnels, le retracer, le refaire pour avoir le fichier source. Donc au final, double peine pour tout le monde, perte de temps et donc perte d'argent.
Donc, ouais, il y a des moments comme ça où c'est à vouloir à tout prix faire le plus vite et moins cher. C'est le mauvais choix. On y perd. Et alors, humainement, encore une fois, je reviens pas dessus, mais c'est clair qu'on y perd. Et même en praticité. Ouais. Et en temps, on y perd de toute façon. Est-ce que ça peut donner aussi l'impression de perdre au bout d'un moment sa créativité, sa compétence dans les outils si on utilise trop l'IA? Alors oui, c'est là où il faut, même si je suis très pro IA, il faut être aussi très prudent aussi là-dessus. Prudent est un grand mot, mais je préfère le dire. Ça, c'est ce que j'ai beaucoup de mes étudiants, pour le coup, quand je suis intervenant aux écoles. C'est que à la base, rien ne remplace le fait d'être curieux. Et que ça, c'est, je pense, une des plus grandes, je ne sais pas si c'est là, mais une des plus grandes qualités qu'un communicant, au sens large, au-delà même d'un créatif, bien communicant doit avoir, c'est la curiosité. Et c'est grâce à cette curiosité qu'on ne sera pas remplacé par l'IA. En fait, le jour où on la perd, ça veut dire qu'on devient vraiment des purs exécutants. Et là, c'est déjà le cas depuis quelques années, et je le signe encore aujourd'hui, un simple exécutant se fera largement remplacer par l'IA. Bien sûr. Et c'est déjà le cas, bien en vrai. sûr. C'est déjà le cas. Donc, pour avoir cette petite plus-value, c'est du jus de cerveau, comme on dit, de la jugeote, et surtout de la curiosité. C'est toujours aller chercher de la veille, tester, essayer, être curieux de ça. Et c'est là où l'IA devient un excellent complément. Ouais. Il ne remplace pas, mais il t'aide beaucoup à ce moment-là. Au quotidien. Et comment tu vois le paysage aujourd'hui et dans les 5 ans à venir? Je pense que ça ne sert à rien de se projeter à trop d'années parce que... On y mois, tu vois. Non, mais c'est pour ça que je mesure en disant 5 ans, mais effectivement, oui, peut-être 2 ans, ça serait déjà très loin. Mais est-ce qu'il va y avoir plus d'agences? Est-ce qu'il va y avoir plus de freelance? Est-ce qu'il va y avoir moins parce qu'il y a quand même moins de demandes? Comment tu vois les choses? Alors, effectivement, compliqué de se projeter à long terme, mais néanmoins, ça n'empêche pas, et heureusement pour moi, d'avoir une vision là-dessus. Au vu des années précédentes et de ce qui se passe là, je me dis qu'on est sur la bonne vague avec ce système hybride, avec le studio. Je vois quelques groupes qui commencent aussi à fleurir autour de moi, à l'échelle de la région en tout cas. Et ça me justifie le fait qu'on est dans le bon modèle, le fait aussi que le studio tourne bien me justifie par les chiffres qu'on est dans le bon modèle. Parce que c'est que je ne me plains pas. Alors, je pense que je me plains pas de manière générale, mais je trouve qu'on a un bon système qui fonctionne bien, même économiquement. Et c'est vrai que quand j'entends des free solo malheureusement un peu galérer, quand je vois des agences, et malheureusement aussi, parce que c'est pas à souhaiter, bien sûr, croulent ou perdent un peu pied, nous, on est dans l'entre-deux, mais même là-dessus, c'est-à-dire que nous, on grimpe pas en flèche de fou, mais on est quand même sur une pente ascendante. Donc je pense, j'espère qu'en tout cas ce modèle perdurera, se développera, et je pense que l'avenir à court, moyen terme, il est assez collectif d'indépendants, et que les agences, je pense que c'est plus le mood du moment, mais on n'est pas à l'abri que ça revienne. Tout est une question d'adaptabilité et de nouvelles technologies qui arrivent. Voilà, il y a 5 ans, il y a eu le Covid. Je pense que personne ne s'attendait à bouleverser autant les métiers hors com en général, avec le télétravail qui arrivait, tous les outils visio qui sont arrivés. Là, il y a l'IA qui arrive. Je pense que personne, en tout cas, l'attendait aussi brutalement. Donc, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Et moi, je suis sûr que comme des tendances graphiques, l'écosystème communication, c'est en tendance pour moi. Donc ça va par vague. Hier, c'était les agences qui étaient les reines. À un moment, c'était clairement les freelances. Clairement. Là, aujourd'hui, je pense que j'en suis assez convaincu, si on ne ferait pas le studio non plus, que c'est ce modèle hybride qu'on est en train de faire qui est là. On fait, et surtout moi, je fais tout en sorte pour que le studio et ce modèle soient pérennes, et j'y crois très sincèrement, même à long terme. Mais je reste aussi prudent, tout en sachant que tout est extrêmement cyclique et tout va extrêmement vite. Donc on travaille pour faire le nécessaire, mais tout en restant prudent. Mais je pense que l'avenir est au collectif d'indépendants. De toute façon, tu as mesuré le risque, puisque chacun travaille aussi de son côté pour son propre, j'ai envie de dire, pour lui-même, en fait, avec ses propres clients. Et tout n'est pas ramené dans le studio, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et chacun peut avoir des activités à côté. Chacun garde et auto-entrepreneur, donc garde son auto-entreprise. Il y a 2 raisons. La première, c'était pas pour ça, mais elle est quand même importante, elle est légale. C'est qu'ils peuvent pas avoir un seul client et bosser à plein temps pour un seul client. Donc légalement, au moins, comme ça,
c'est clean. Et tant mieux, parce qu'à la base, c'était surtout pour, encore une fois, je reviens là-dessus, pour donner de la liberté. Donc moi, je l'ai vraiment pensé comme ça au début. Donc tant mieux que ce soit légal. De toute façon, il fallait que ça le soit. Non, mais ça, c'est déjà important de le rappeler. Alors, je pense que les gens le savent, mais effectivement, quand tu as ta propre entreprise sous ce format de micro-entreprise, tu n'as pas le droit d'avoir un seul client et de ne facturer qu'un seul client sur une année fiscale, puisque c'est considéré comme du salariat caché. Exactement. Donc, c'est important de le redire malgré tout. C'est vrai que c'est bien de le redire quand même. Tu as raison de parler de légalité, puisque c'est avant tout ça. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, le studio facture en son nom pour tous les clients. Donc, exactement. Le studio, lui, est multi-client, multi-casquette, mais chacun de tes freelances ne facture que au studio, en fait. C'est ça. Donc, c'est la raison pour laquelle, de toute façon, ils ne peuvent pas travailler que dans le collectif. C'est ça. Gros. Mais ouais, du coup, c'est extrêmement souple pour eux. Et moi, le but, je leur ai dit dès le début à cette équipe-là, je dis continuez à avoir vos clients, parce que c'est ce qui vous fait vivre aussi. Et je trouve aussi que ça apporte cette liberté créative. Et en fait, je me dis, dans nos métiers, plus on est stimulé, sous-entendu, plus on a de projets et du coup de clients, mieux c'est. Et je préfère avoir des membres de l'équipe qui viennent bosser sur un projet studio avec plein d'idées, plein de ressources, en disant bah, tiens, j'ai bossé là-dessus sur un autre projet pour un autre client la semaine dernière, je trouvais ça super inspirant, regarde, est-ce qu'on peut regarder ensemble, peut-être pour le faire avec le studio pour un client. En fait, on se nourrit de tout ça. Bien sûr. Et moi, je trouve j'ai toujours considéré qu'en communication, je parle vraiment de ça parce que c'est le métier que je connais, hein. C'est peut-être valable dans d'autres et j'espère, mais qu'on était tous dans le même bateau. C'est-à-dire que les services com, les freelances, les agences de com et nous, les modèles hybrides, on pourrait appeler ça comme ça, au final, on bosse tous pour faire de la com et pour les gens. Donc je trouve qu'on n'a pas trop intérêt à se tirer dans les pattes. Bien sûr. Et je trouve que plus on fait force ensemble, je m'entends parler, c'est un peu naïf, mais en soi, le studio prouve qu'on peut. Donc au-delà des mots, les faits sont là et qu'on peut bosser en synergie, même avec d'autres clients à côté, mais sur un but commun parfois, quoi. Mais ça, c'est un modèle hybride que je trouve très intéressant et que tu vois dans d'autres secteurs. C'est vrai que pour le coup, je ne le connaissais pas dans ton secteur, mais moi, un secteur que je connais un petit peu, qui est toute la partie conseil, ça, c'est des choses qui se font beaucoup, d'être en... Alors, c'est pas forcément la casquette de freelance, mais en tout cas d'être en son nom et de venir, en fait, sur une mission de conseil. J'ai besoin d'un tel pour venir, d'un formateur, de qui que ce soit, en tout cas, et effectivement, porté par une agence ou un studio, une entreprise, mais... avec la capacité d'aller chercher en fait les compétences autour de soi. Et c'est un modèle, je pense, économique qui est effectivement très intéressant. Mais tu as intérêt, à mon avis, à t'entourer de gens qui ont bien compris aussi les règles du jeu, parce que c'est pas évident. Ils peuvent pas dépendre que de toi. Ils doivent aussi avoir leur propre activité, leur propre capacité à aller chercher d'autres contrats. Et c'est là où c'est intéressant aussi, on en avait un peu parlé, c'est que toi, tu as ce bagou commercial qui n'est pas évident dans vos métiers, parce que pour le coup, tu citais un bon créa sans caricaturer, mais en tout cas, quelqu'un qui a sa compétence, en tout cas dans son domaine de compétence dans la com, eh ben, ça ne veut pas dire qu'il est commercial, et qu'aujourd'hui, c'est difficile de ne pas être l'un et l'autre, et quand bien même dans vos métiers. Donc, c'est vrai que toi, tu as cette chance d'avoir ce bagou, en tout cas, tu l'as développé. Ouais, je l'ai développé. Après, je pense que j'ai toujours été comme ça. Je ne me suis jamais considéré comme un commercial. Mais en même temps, j'ai toujours été effectivement, je reprends le mot pour le coup, très hybride aussi. un peu des deux. Je pense que je m'épanouis autant à être commercial, à vendre et à surtout échanger avec les personnes et les rencontrer, que être derrière mon PC ou mon Mac et geeker sur Illustrator ou InDesign tout. Non, mais à parler de ton métier en fait et de valoriser tes équipes, en fait, c'est ça aussi. Et ça, c'est le plus gros, bonheur que j'avais déjà même en agence quand je commençais à être manager, etc. Mais ça, c'est vraiment ce qui me fait lever de bonne humeur tous les matins, c'est de valoriser ces gens-là. Et j'avais déjà ça, encore une fois, en agence, quand j'ai eu la chance d'avoir des très belles équipes, même dans mes dernières agences. Mais ça, c'est le plus gros kiff, ouais, clairement. Alors derrière, encore une fois, la discussion de tout à l'heure, c'est plus facile pour valoriser aussi aux clients. Parce que je pense, assez sincèrement aux clients, et quand je présente les équipes, ça coule de source. Mais ouais, ça, c'est vraiment génial. Je ne me considère pas comme un manager, là, au studio.
Je le suis pas, parce qu'encore une fois, je parle à des auto-entrepreneurs qui ont leur entreprise, qui sont chefs d'entreprise aussi à des partenaires, on va dire. C'est des partenaires, ouais. Et moi, je prends toujours l'exemple, je fais beaucoup de sport et de foot dans ma vie. Ça m'a beaucoup construit aussi dans l'organisation, dans les échanges. Et je prends toujours l'exemple du capitaine dans l'équipe de foot. Volontairement, parce qu'il n'est pas au-dessus des autres. Et je sais par expérience que parfois ça l'est, mais souvent non, c'est pas le meilleur non plus. Moi, je sais que modestement, je pense que ça va, je me débrouille dans mes domaines, mais je suis loin d'être le meilleur, vraiment, vraiment. Il y a des gens, j'en ai 1 milliard à citer, même très proches, qui sont bien meilleurs que moi en DA, en gestion de projet, en plein de choses. Mais j'aimais bien ce rôle de capitaine pour fédérer, en fait. Et ce que j'aime bien aussi, plus qu'un manager, un peu comme on l'entend, malheureusement, d'une manière un peu pyramidale, ce que j'aime bien dans l'image du capitaine de foot, c'est qu'il est sur le terrain avec l'équipe. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien. C'est qu'à la fois il lead, il coordonne, mais il court comme les autres. Et il transpire comme les autres. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Et c'est exactement ce que sont en train de vivre les autres. Ouais, exactement. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour être un peu chef d'orchestre d'une équipe, que ce soit un projet ou une équipe, peu importe la structure, c'est de connaître l'équipe qui te compose et le métier de chacun. Et moi, j'ai eu la chance, dans mon parcours, c'est de venir un peu de la base, si je puis dire ça. C'est pas péjoratif dans ma bouche, mais vraiment, en commençant vraiment maquettiste, dessinateur de presse au début. Et je sais à peu près chaque métier à quoi ça correspond, le temps qu'ils mettent, ce qu'ils doivent faire à peu près, bien sûr. Je ne suis pas spécialiste de chacun, ce serait ouf. C'est pas le cas, loin de là. Mais je sais ce qu'ils vivent, je sais ce que ça peut engendrer. Tu connais leur métier, tu connais leur quotidien et tu sais aussi comment les valoriser et ça, chacun. Je pense que c'est les 2 clés que j'ai toujours trouvées. Je fais une petite aparté là-dessus. Là, je vais parler volontairement de management, pour le coup. Pas de moi dans le studio, mais de management. Je trouve qu'il y a 2 choses qui sont essentielles pour un manager. C'est connaître ses équipes et ce qu'ils font, leur métier. Que ce soit pas juste des pions, quoi, tout simplement. Et aimer les gens. Ça, je trouve que c'est des choses quand on parle de formation, c'est des choses alors c'est dur à apprendre, ça. J'ai même un doute que ça s'apprenne. Mais en tout cas, ça se travaille, on va dire ça comme ça. Mais je trouve qu'on l'oublie trop qu'il faut aimer les gens pour manager. Je pense que c'est la règle d'or. Avant même des diplômes, avant même de te dire, lui, ça fait 15 ans qu'il est dans la boîte, faut le faire grimper. Ou parce qu'il est responsable, il va passer directeur. Moi je trouve que c'est très pyramidal et ça c'est très années 50 quoi. Enfin je dis années 50 pour même reculer encore très facilement. Ce système un peu bête de les années passent donc tu montes. Par ancienneté et non par mérite. Ben oui. Et ça je trouve ça dommage parce qu'au final je me dis pour moi il faut d'abord connaître l'équipe et encore une fois je me répète aimer les gens parce que c'est en aimant les gens qu'en fait on va avoir de la patience et ou de l'écoute et qu'on va avoir envie de le valoriser. Et de la reconnaissance, effectivement, pour ce qu'ils font, quand tu les connais, que tu connais parfois leur parcours, leur chemin, leur quotidien, tu es encore plus reconnaissant parfois de ce qu'ils mettent et de l'engagement qu'ils t'envoient. Totalement. Enfin voilà, il y a plein de choses derrière, en fait, une personne et son quotidien de travail. Oui. Il y a une personne aussi derrière, donc effectivement, c'est important, tu as raison. Mais c'est beaucoup d'énergie. Ça, c'est vrai qu'une fois que j'ai tout ça, c'est beaucoup d'énergie. Il faut l'accepter. C'est du temps, c'est très énergivore psychologiquement, mais ça vaut toujours le coup. Mais c'est là où, tu vois, je fais le parallèle avec le précédent épisode qui était justement sur le management et sur la formation des managers. Et pour le coup, je trouve qu'en France, c'est ce que je disais, on a encore cet ancien système on devient manager comme une récompense et non pas parce que la personne le mérite. Et c'est ce que tu disais, mais ça fait vraiment toute la différence. Il y a des gens qui ne veulent pas manager. Vraiment. Oui. Et c'est l'étape suivante sur le papier, tu sais, mais ils ne le veulent pas, tout simplement parce qu'ils ont conscience de l'engagement et de l'implication que ça va nécessiter au quotidien de l'être. On a aussi, il faut être honnête, dans certaines structures, là tu manages aujourd'hui, si on peut dire ça comme ça, en tout cas ton collectif que tu as choisi,
de manager. Quand tu manages dans une entreprise des gens où tu les as même pas choisis, c'est encore un autre niveau, c'est difficile. Et pour le coup, parfois, tu portes une responsabilité que tu n'es pas forcément prêt à pouvoir porter parce que c'est très difficile de manager aujourd'hui. Et moi, j'avais eu le cas dans les agences précédentes, notamment aussi la dernière, où clairement, je manageais une équipe que je n'avais pas choisie. C'est vraiment le cas de le dire. Mais ça s'est très très bien passé et je garde encore aujourd'hui, j'ai encore contact avec eux, mais j'en garde encore un excellent souvenir de cette équipe. Je me rappelle aussi de toute l'énergie que j'ai dû déployer. Mais c'est ça. Mais je l'ai accepté parce que je le voulais, parce que je voulais faire progresser cette équipe. Et je sais aussi, encore une fois, je me répète, c'est que quand on donne un bout, ils te le rendent en x10. Et qu'en fait, quand on fait, et là aussi c'est un mot important, je m'entends le dire là dans ma tête, c'est la confiance. Alors c'est toujours un pari, hein. Ça c'est clair. L'humain, on ne sait jamais, c'est bien aujourd'hui, c'est peut-être moins bien demain. Mais à un moment, il faut y aller. Il faut faire confiance à l'humain, il faut faire confiance en ça. Si on n'a plus de raison de bosser, en vrai, c'est un peu chaud. Mais je trouve que ça, c'est aussi un mot-clé. Faire confiance à l'équipe, et quand tu leur fais confiance, ils le sentent et ils te le rendent vraiment au quintuple facile. Donc ça aussi, je l'ai vu, je l'ai exercé et je sais que ça marche. Et je sais que ça marche. La condition, encore une fois, je me répète, c'est beaucoup d'investissement et d'énergie de notre côté. Mais si on ne veut pas mettre de l'investissement et de l'énergie, on ne devient pas manager. Si on pense ça comme juste mon salaire monte et je vais être tranquille, c'est là où ça fait des mauvais managers. Et des équipes très frustrées, pour parler gentiment, on peut aller bien plus loin, mais c'est ça qu'il faut éviter. Et pour le coup, tu vois, je ne sais pas si le mot rigolo est le bon, mais en tout cas, c'est celui que je vais utiliser parce que je n'en vois pas d'autres au moment où je parle. Mais en tout cas, on avait prévu de parler beaucoup d'IA dans cette interview et finalement, on a parlé beaucoup d'humains. Parce que c'est hyper intéressant parce que finalement, on peut y mettre toute l'innovation qu'on veut bien dans ton métier, comme je faisais le parallèle pour connaître d'autres métiers et finalement, je trouve qu'il y a beaucoup de choses en commun. Et finalement, c'est l'humain qui est revenu sur la table parce que finalement, on peut se faire équiper de tous les outils qu'on veut dans notre quotidien. On ne nous retirera pas l'essentiel de cet accompagnement que tu as auprès du client. Finalement, c'est ça que j'entends. C'est que quand tu as une demande de ton client, tu veux l'accompagner. Ce n'est pas juste lui donner la réponse. C'est l'accompagner pour obtenir un bout, en tout cas, de solution qu'il t'a demandé au démarrage, mais tout en l'accompagnant et en comprenant son besoin. Et ça, c'est très intéressant, je pense. C'est toute la beauté, encore une fois, je me répète, mais toute la beauté de nos métiers, c'est ça. C'est les rencontres, les échanges. Et nous, on a la chance dans nos métiers de se dire on peut accompagner des gens dans la construction de leurs projets. Moi, je trouve ça dingue, je trouve ça génial d'aider des gens à construire des entreprises, des services, des projets, des trucs. Et tu vois, si je résume ce qu'on s'est dit, en termes d'innovation, finalement, la plus grande innovation, en tout cas d'après ce que tu en penses, elle n'est pas dans l'outil, elle est dans les moyens. Et avec effectivement cette évolution plutôt des structures. Je vais parler de structure ou de collectif ou en tout cas de constitution de studios comme le tien, en tout cas en format hybride. C'est plutôt là qu'il y aura, à mon avis, une évolution et une innovation dans ton métier que les outils qui, évidemment, mais j'ai envie de dire, vous n'avez pas attendu l'IA pour avoir des outils qui évoluent et qui innovent votre quotidien et qui vous permettent de faire d'autres choses. Mais finalement, quand Adobe est sorti, j'imagine que ça a dû être la plus grande innovation. Et pendant des années, c'était quand même toute la suite. Alors, je ne sais jamais si on dit Adobe ou Adobe, mais en tout cas... Bon, allez, on va dire les deux. Vous m'avez compris, en tout cas. Ouais. Mais en tout cas, pendant très longtemps, ça a été la révolution. Si tu n'étais pas un as et un crack sur ces outils-là, tu ne pouvais pas être bon dans ton métier. En tout cas, j'ai plutôt cette impression-là. Si. Aujourd'hui, tu as d'autres outils qui viennent. Et puis demain, il y en aura encore d'autres. Mais ça n'a pas changé le fond même, finalement, de ton métier, qui était l'humain. C'est l'humain. Et puis, pour la partie tech, on s'adaptera toujours. Parce qu'on l'a fait avant et qu'on doit le faire demain. Donc, c'est vraiment l'humain qui fera la clé. Ouais. Et l'innovation, elle sera plutôt sur le modèle économique, en fait, porté par les agences, porté par tous les experts qui ont cette compétence pour pouvoir accompagner le client et qui vont peut-être
se réunir comme le studio. Il n'en faut pas trop non plus. Il faut quand même que vous ayez votre place. Mais... Ouais, c'est... Non, mais en vrai, blague à part, la concurrence est toujours saine. Bien sûr, non, mais on est d'accord. Mais si le client préfère aller au studio Patoun, 1000 fois oui. Mais on fera le nécessaire pour ça en tout cas. Mais ouais, la concurrence est saine. Et en vrai, j'aime tellement nos métiers que je me dis plus ça va dans le bon sens, plus les free arrivent à vivre, ce que j'espère aussi, c'est que les agences tiendront et se développeront autrement. Bien sûr. Tant que ce poumon économique-là vivra, c'est qu'il y aura de la place pour tout le monde. Ouais. Le soleil brille pour tout le monde, comme on dit. Donc ça, il faut garder ça en tête et y croire. Bah, écoute, longue vie au studio. Plein de belles choses à tout le monde dans le collectif. C'est gentil. Plein de beaux projets, des belles créas, des beaux projets, des beaux accompagnements, mais surtout... Et des belles rencontres. De belles rencontres, c'est ce que j'allais dire. Merci Pierre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.